Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Culture pour tous. Cette nouvelle vidéo, je vais évoquer avec vous le théâtre, enfin les formes de théâtre entre la Révolution française et aujourd'hui. Cette vidéo est basée sur un cours que j'ai eu à la fac dans mon semestre 3 de ma deuxième année de licence. Vous savez qu'on va aborder ici avec vous 7 sujets que je vais vous lire maintenant. Donc, il s'agit du théâtre pendant la Révolution, du naturalisme, du théâtre de l'avant-garde et théâtre politique, du théâtre nazi, du théâtre populaire dans la France de l'après-guerre, vers un théâtre politique sans texte, et enfin le théâtre documentaire. Allez, Frédéric, on puisse se lancer un peu dans le milieu du théâtre. Hein, et je vous rassure, cette vidéo est faite pour mes camarades de classe qui pourront découvrir un peu plus des résumés des cours et plus d'informations s'ils le veulent. Je mettrai un timecode dans la description pour que vous puissiez un peu naviguer dans la vidéo. Et je vous ferai un petit récapitulatif des différents genres avec, le timecode à la fin de la vidéo. Allez, à tout à l'heure. Bon, pourquoi parlais-je de théâtre de la Révolution? Car oui, après tout, le théâtre n'a pas commencé que cette époque-là. Et bon, si vous avez un peu suivi le titre de la vidéo, c'est l'histoire du théâtre de la Révolution française à aujourd'hui. Mais à quelle époque, en quelle époque s'est déroulé ce fameux théâtre de la Révolution? Si vous avez suivi un peu vos cours, vous savez sans doute que la Révolution française, c'est entre 1789 et 1799. Entre la prise de la Bastille le 14 juillet 89 et le coup d'état de Napoléon Bonaparte en 99. Oui, donc voilà l'époque du théâtre. Et sachez que le théâtre révolutionnaire a à cette époque eu une grande liberté au niveau création de théâtre, au niveau aussi pièces. C'est bien pour ça que 2000 représentations et de 1737 pièces ont été réalisées durant cette époque. Et franchement, c'est pas de la petite camelote. En fait, sachez que les 1637 pièces imprimées ne font pas, enfin le nombre ne fait pas consensus auprès de la communauté scientifique, la communauté littéraire. En effet, comme nous verrons plus tard, un auteur affirme que c'est plutôt lors de 2000 pièces imprimées. Oui, on verra ça tout à l'heure. C'est le théâtre constituante. On verra ça tout à l'heure. C'est intéressant, vous allez voir. Ensuite, sachez simplement que la célèbre comédie française, qui est l'institution nationale de théâtre par excellence, a sérieusement été concurrencée par les différents petits théâtres qui se sont pris à l'époque, car franchement, elle a perdu quasiment son monopole. Mais ne vous inquiétez pas, Napoléon a un peu remis tout ça à zéro. Je vais vous ça à la fin. Bon. Voilà. Faisons donc les différentes époques de cette révolution. Bon. Le théâtre révolutionnaire assiste à une métamorphose du théâtre. En effet, il faut savoir que le théâtre, la révolution propose un nouveau théâtre pour un nouveau public. Et selon Annette Krasik, une historienne allemande née en 1955, le théâtre révolutionnaire est un outil de propagande de masse, un média de masse, on va dire, qui offre la possibilité de faire une formation au niveau politique, au niveau moral et au niveau civique pour la population. Et regarde, je vous cite Annette Krasik. Quand on attend des femmes l'engagement civique et le patriotisme, on ne les sollicite que dans le cadre restant de leur féminité. La femme incarne et contrôle l'aspect émotionnel de la révolution. Elle sert d'instance régulatoire en influençant un civisme où son mari le suscite. Ainsi, l'interprétation poétisée du théâtre permet une alliance entre différents aspects de ce dernier, de ce théâtre. C'est-à-dire entre le public, entre la troupe de théâtre, entre la pièce et entre la scène.
Ensuite, sachez simplement que le théâtre de la Constituante, L'originalité du théâtre constituante réside dans sa fonction didactique et utilitaire. Théâtre de circonstance, il devient de 1789 à 1791 la véritable école du peuple. Essentiellement orienté vers la défense de la Révolution et de ses conquêtes, on va y enseigner la morale bourgeoise et ses valeurs. vous vous rappelez de celui qui, enfin de celui que je citais tout à l'heure et qui affirmait qu'il avait trouvé 2000 pièces imprimées au lieu des 1637 que je mettais en avant tout à l'heure? Eh bien c'est lui, René Tarin. Oui, René Tarin. En fait, ce René Tarin a dans sa tête affirmé qu'il avait trouvé 2000 pièces imprimées durant la Révolution, entre 39 et 79. Mais il faut savoir que ce sont 2000 pièces qui ont suivi différents genres théâtraux. Il y a par exemple le mélodrame, le théâtre patriotique, le drame, la comédie, le ballet et l'opéra. Ce sont aussi genres théâtraux différents. Donc, sachez simplement que les trois sujets de prédilection durant la Révolution française, durant les 10 ans de la Révolution française, sont dans l'ordre de succession, dans l'ordre chronologique. La prise de la Bastille, directement après le 14 juillet, puis l'anticléricalisme qui a fait son apparition à ce moment-là avec les luttes de faction entre 1973 et 1974, puis les grandes victoires militaires entre 1994 et 1999. Sachez que ces trois sujets-là sont assez utilisés dans deux genres de prédilection des différents révolutionnaires. Il s'agit du vaudeville et des faits historiques. Bon, je vais vous laisser un petit peu avec la définition des deux genres, ces deux genres au niveau oral, car franchement ce n'est pas ma tasse de thé, et je vous laisse, je vous retrouve juste après dans une petite histoire, enfin une petite présentation historique des deux genres, si vous le voulez bien. Allez, à tout de suite. Le théâtre des faits historiques est un mode d'expression consistant à représenter une idée abstraite, une notion morale, par un récit où souvent les éléments représentés correspondent trait pour trait aux éléments de l'idée représentée. Donc, proche de l'allégorie, les pièces dites de faits historiques sont des pièces qui mettent en avant des événements populaires ou militaires, typiquement des événements qui ont trait au peuple et des événements qui ont trait aux victoires militaires. Et ce sont des pièces qui sont assez bien poétisées, puisque pour citer en exemple la pièce de David, la fête du 10 août ou l'inauguration de la République française, qui a été jouée pour la première fois le 17 août 1793. Sachez que cette pièce-là met en avant donc la fête de la Constitution française, de la République française, et clairement c'est une fête qui est assez importante dans la Révolution et qui marque un peu le décès de la monarchie absolue. Voilà, je vais rentrer maintenant car sinon on vient me faire chier. Le vaudeville, quant à lui, est une petite comédie légère, entremêlée de ballets et de chansons sur un air populaire, jouée souvent au théâtre de la Foire. Le vaudeville est un genre littéraire et théâtral qui a eu lieu au début de la Révolution et qui mettait en scène donc, la vie courante des petites gens afin de faire passer la morale et les nouvelles lois de la République. Malheureusement, suite à l'adoption de la loi de l'an 2 sur la démocratisation et la laïcisation de la société, ce vaudeville fut remplacé par le burlesque et le carnavalesque qui étaient des genres beaucoup plus trash, beaucoup plus en critique des hommes personnalités publiques et qui se mettaient volontairement, comment dirais-je, qui cherchaient volontairement la provocation. Et franchement, sans vouloir vous offenser, ça me rappelle un petit peu la chaîne KSB Cartoon Trash, qu'on retrouve donc sur YouTube aujourd'hui, et qui met en avant donc des critiques un peu trash sur les hommes politiques, enfin sur tout ce qui se passe dans l'actualité. Donc hommes politiques, personnalités publiques, religion, malheureusement. Donc, si vous êtes un peu intégriste, n'allez pas voir cette chaîne. Car oui, elle représente Mahomet, Jésus en noir et Dieu en blanc. Avec Jésus Dieu en version vraiment très forte. Hein, et Jésus en version noire qui fume du shit. Oui.
Et bon, sachez simplement que c'est du second degré, et franchement, elle est très bien comme chaîne YouTube. Allez la voir. Si vous avez du second degré et si vous n'êtes pas intégriste. Bien évidemment. Car si vous êtes intégriste, franchement, n'y allez pas. Et franchement, si vous prenez tout au premier degré, n'y allez pas non plus. C'est un conseil d'amis. Oui. Passons tout de suite à la deuxième partie de la révolution qui passe de la liberté à la censure. Oui, on revient à la censure à la fin de la révolution. Malheureusement. Oui. À tout de suite. Si vous avez suivi vos cours durant le collège et le lycée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous devez savoir que la révolution n'est pas uniforme, n'est pas une grande période uniforme de 10 ans. Elle a connu plusieurs périodes. Donc elle a eu la période constituante, entre 89 et 91. Et après la terreur, 93, 94, pardon. Et donc vous souvenez de ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport au fait que le 13 janvier 1791 a été voté une loi permettant à toute personne le voulant de créer une troupe de théâtre pour jouer une pièce d'un auteur mort depuis au moins 5 ans. Et bien voilà, c'est le 13 janvier 91 qui est partie cette folle envie de créer des troupes et d'interpréter des pièces. Avec les différentes, avec Molière, avec les troupes Molière, Feydeau, et tout. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Mais sachez que simplement que la création de ces différentes troupes de théâtre a causé un inconvénient pour la troupe de la Comédie Française, renommée en 89 la troupe de théâtre de nation, car elle perd beaucoup de parts de marché, en guillemets, comme on dirait aujourd'hui, qui aurait pu revenir au niveau interprétation de pièces, et vu que le marché du théâtre était devenu concurrentiel, la Comédie Française était beaucoup moins rentable. Et franchement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle a failli en 93, 94. En effet, il faut savoir aussi que cette troupe de comédie française a vu son théâtre fermé en 93 et a échappé de peur de peu à la guillotine en 94. Et franchement, ça fait peur. Bon, heureusement pour eux, ils ont réussi à survivre, c'est tant mieux pour eux. Voilà. Oui. Passons à la suite. Comme je viens de vous le dire, la comédie française a bien failli disparaître avec la famille du théâtre en 1993 et le quasi-guillotinage de la troupe en 1994. Et ce qui a bel et bien disparu, c'est la liberté de théâtre, la liberté du théâtre et des créations. Car la censure est réapparue le 27 août 28 juillet 1994, c'est-à-dire après Thermidor. Et le coup d'état du 18 Brumaire, donc le 9 novembre 1994, 19 pardon, de Napoléon, causa un peu la perte du théâtre, enfin de la liberté du théâtre totale. Pas totale. En effet, il faut savoir qu'en 1804, donc 5 ans après le coup d'état de Napoléon, il ne restait plus que 8 théâtres ouverts, contre une bonne dizaine, une bonne centaine de théâtres de la Révolution. La censure avait vraiment fait du mal. Hein. Oui, du mal. Bon. Je vais vous lister un peu les différents théâtres principaux de la Révolution. Et après on passera au naturalisme. Allez. Je vais vous les citer en vrac, si vous le voulez bien. En termes de théâtre de la Révolution, je vais vous citer quelques-uns des théâtres plus connus. Et je les ai classés dans deux catégories. Il y a les théâtres nommés à partir d'un personnage célèbre et ceux qui sont nommés à partir d'un événement, d'un lieu ou d'un événement. Voilà. Donc côté événement, côté théâtre de l'événement, il y a le théâtre français comique et lyrique, abrégé en TFCL, théâtre français comique et lyrique, TFCL. Et après il y a le théâtre du vaudeville. Donc le vaudeville, le genre qu'on a vu tout à l'heure, c'est le genre un peu burlesque et carnavalesque. Ensuite il y a le théâtre de la cité, de l'île de la cité à Paris. Oui, l'île où se trouve la cathédrale Notre-Dame.
Oui, la cathédrale qui a brûlé. Tottenham. Ensuite, il y a le théâtre national et le théâtre olympique. Ce sont deux théâtres assez particuliers, on va dire, parce que le théâtre olympique, c'est le théâtre de l'Olympe, et le théâtre national, c'est le théâtre français. Voilà. Mais bon, vu que le théâtre français était déjà pris pour le TFCL, ça pouvait pas marcher. Donc côté un nom de théâtre de personnages connus, de personnes connues. Il y a le théâtre Feydeau, le théâtre Molière, le théâtre Louvois et le théâtre Beaumarchais. Oui, Beaumarchais, Molière. Je connais Molière, c'est le fameux metteur en scène du XVIIe siècle, il me semble. Beaumarchais, c'est aussi un auteur, un dramaturge aussi. Feydeau, il me semble que c'est aussi un auteur, comme Molière d'ailleurs. Molière, c'est un auteur et un metteur en scène. Et Louvois, je ne connais pas, mais si, ne vous inquiétez pas. Tous les noms qui sont cités ici, donc Feydeau, Molière, Louvois et Beaumarchais. Il leur faudrait peut-être une vidéo spécifique à eux, si vous êtes intéressés. Donc vraiment, ça vous permettra de découvrir un peu nos auteurs et nos personnages célèbres du théâtre en vidéo. Ça vous permettra de crâner un petit peu auprès de vos profs de français. Lol. Bon, nous passons tout de suite au naturalisme. Ça serait plus intéressant, vous ne trouvez pas? Le naturalisme est un mouvement littéraire vers 1860-1890 qui prolonge le réalisme et qui s'attache à peindre la réalité en s'appuyant sur un travail minutieux de documentation et en s'inspirant notamment de la méthode expérimentale du physiologiste Claude Bernard. Bon. Je vous promets maintenant tout de suite, de faire une vidéo à part entière sur ce bonhomme, sur Claude Bernard, car c'est un très bon sujet de vidéo déjà, et franchement, c'est l'aventure de la médecine expérimentale, et c'est une grande avancée pour nous. Bon, fin de la parenthèse, sachez simplement que Claude Bernard, donc, c'est un physiologue et un médecin du XIXe siècle, qui est donc à l'origine de la médecine expérimentale, et en opposition donc avec l'empirisme, une médecine qui était pratiquée à son époque et qui consistait de partir de la généralité et d'aller au cas particulier. Alors que la médecine expérimentale, c'est tout le contraire. En effet, la médecine expérimentale est une médecine qui part du cas particulier pour aller au cas général. Et franchement, c'est beaucoup mieux comme ça. En effet, il faut savoir que la généralité regroupe beaucoup de cas particuliers, mais chaque cas particulier est unique en son genre. Donc, même si on peut tirer des généralités grâce aux autres cas qu'il y a eu dans le monde, on ne peut pas tirer un cas particulier de la généralité. Car justement, la généralité, c'est la somme de tous les cas particuliers. Et franchement, c'est super intéressant de partir de ce principe-là, d'étudier le cas particulier avant la généralité, car c'est un élément qui est important dans tout ce qui est la méthode scientifique. Je vais vous expliquer ça plus en détail dans sa vidéo, mais dans la vidéo sur Claude Bernard, mais vous savez tous, particulièrement tous les scientifiques, que la méthode scientifique est assez importante. Il faut toujours partir d'un point A pour aller à un point B. Il ne faut pas faire des dérivations. Il faut toujours suivre la méthodologie, les points de la méthodologie. Typiquement, pour ceux qui ont fait par exemple des expériences au lycée ou au collège, vous avez suivi le schéma de l'expérience pour avoir le rendu voulu. Et franchement, ça, si vous n'aviez raté qu'une étape, le rendu aurait été totalement différent. Aurait été totalement différent. Et franchement, c'est plus important. Réussir le rendu final. Le rendu final est plus important que le rendu promis. Et franchement, tant mieux. Enfin, j'espère que rien n'a explosé dans vos classes, car sinon, chapeau bas. Boum. Bon. Sinon, poursuivons la vidéo. Le naturalisme, comme vous savez, est né en 1850 à la suite du réalisme, mais prend véritablement son envol grâce à la psychologie et aux problèmes sociaux en 1860. L'opposition entre le romantisme et le naturalisme permet la création d'une mission de développement de l'art en suivant les progrès scientifiques. Selon Émile Zola, la tête de liste du mouvement, l'auteur dramatique doit être un psychologue qui met des mots sur les mots. C'est-à-dire qu'il crée des textes pour décrire les
problèmes sociétaux qu'il voit dans la société dans laquelle il vit. Ensuite, ces problèmes sociétaux sont aussi au cœur du théâtre expérimental, comme je viens de vous le dire, et vous êtes obligé d'être au centre de l'histoire, mais permet à l'histoire du théâtre naturaliste de ne pas suivre l'intrigue, car il faut suivre les problèmes sociétaux. Mais le problème de tout ça, c'est que l'intrigue est quand même nécessaire pour garder un minima de la concentration du public. Donc, les naturalistes, les expérimentaux comme le théâtre libre par exemple d'Antoine, ont eu l'idée de faire une intrigue naturaliste, donc sans véritablement d'intrigue, mais qui a quand même un minima de rebondissement et d'action pour permettre l'efficience du problème, de la mise en œuvre, enfin l'efficience de la mise en avant des problèmes sociétaux que le naturalisme veut mettre en avant. Je me perds un petit peu, c'est normal. En clair, le naturalisme veut se montrer veut être proche de son œuvre et veut montrer les problèmes sociétaux à travers une intrigue qui contient que très peu de rebondissements et d'action, mais qui en contient quand même pour garder l'attention publique et que ce soit pas trop désordonné. Vous vous demandez sans doute si le naturalisme est un genre typiquement français ou si c'est un genre typiquement européen. Eh bien, je vais vous répondre tout de suite. C'est un genre typiquement européen qui a été transporté à travers les frontières. On le retrouve par exemple chez l'allemand Gerhard Hauptmann, chez l'italien Giovanni Lega, chez le russe Anton Tchekhov, et chez les scandinaves August Spingberg, oui, pas Spinberg, mais Spingberg. Et Henrik Ibsen, ce dernier inspira d'ailleurs l'anglais Gérard Bernard Shaw pour sa polémique raciale. Et franchement, c'est pas mal. Même si franchement, je connais pas trop ça. Et ne vous inquiétez pas, je vais vous faire peut-être aussi un petit récapitulatif sur Georges Bernard Shaw, car c'est aussi un homme assez intéressant à étudier. Voilà. Maintenant passons tout de suite à 5 exemples de pièces de théâtre naturalistes, afin que vous puissiez voir sur quoi ça correspond. Allez, première pièce, donc c'est une maison de vos poupées. Dans cette maison où la femme est née une poupée, les hommes sont des pantins, les veulent et plutres. Sans doute Nora incarne-t-elle une sorte de moment auroral du féminisme, alors qu'être, c'est sortir, partir. Et Ibsen, grâce à ce chef-d'œuvre, accède au panthéon de la littérature mondiale. Mais sa poupée se met, sinon à vivre, du moins à le vouloir, au point de bousculer au passage la libye de l'instinct maternel. C'est qu'autour d'elle, les hommes se meurent. Ibsen exalte moins Nora qu'il n'accable le mari, l'avocat Elmer ou Krostag, par qui le chantage arrive. Vous venez donc d'entendre le résumé de la pièce Une maison de poupées de Ibsen, de l'auteur scandinave Ibsen. Sachez simplement que c'est sa première pièce naturaliste qui est mis en scène une ancienne histoire déjà, et qui est aussi apparu en Europe. Et ça montre la société, la critique de la société scandinave qui était assez misogyne à l'époque, comme toutes les sociétés de l'époque. Et pourquoi elle est misogyne? C'est simple. Le mari de Nora, la héroïne principale, elle se renomme carrément Poupée. Voilà. Et ensuite, sachez simplement que la pièce de théâtre est une critique ouverte de l'argent, de l'appât du gain, car c'est le thème général de la pièce, car elle critique directement la consommation dans laquelle nous vivons encore aujourd'hui, et ce qui rend cette pièce étrangement contemporaine, étrangement moderne. Car vraiment ça me dérange un petit peu de voir qu'une pièce pareille puisse avoir été écrite au XIXe siècle et avoir encore des résonances aujourd'hui au XXIe siècle. Ça paraît bizarre quand même, vous trouvez pas? Bon, en fait, si l'auteur a choisi de ce sujet-là particulièrement, c'est parce qu'il a été touché par une affaire personnelle. Une de ses amies a été internée en psychiatrie, qui a été occupée de son mari. Elle a voulu lui donner, elle a voulu s'endetter par rapport pour lui offrir des soins.
Voilà. En clair, la femme, l'amie de l'auteur du scène, a été internée en psychiatrie pour avoir contracté des dettes, pour avoir voulu sauver son mari. Et bien sûr, qui l'a internée en psychiatrie? Son mari. Logique. Heureusement, logique. Bon. Voilà. Putain, chier. Seule au château, la demoiselle Julie, la fille du comte, se mêle aux domestiques qui fêtent le solstice d'été. Dans l'ivresse de cette nuit, elle invite Jean, le fiancé de Christine, la cuisinière, à danser la valse des dames. Rythmée par les musiques de la fête de Midsommar, l'air se raréfie, la tension monte, et les sentiments s'affolent. Tous deux mus par leur rêve d'affranchissement, ils se laissent enflammer, mettant en cause l'ordre des mondes. Il faut agir, partir, oser. Mais la nuit et le piège se referment sur leur élan transgressif. Lobella. Donc, la pièce Madame Julie est une pièce mettant en scène l'aristocrate Julie et son valet Jean passant une nuit ensemble et une nuit où ils furent rejoints par la femme de Jean, Christine. Cette pièce thématise le principe des différences de classe, de l'amour, de différences de genre et de la prise de pouvoir du sexe masculin. Et oui, l'homme prend toujours le pouvoir. Et sachez simplement que cette pièce en un acte a été interdite en Suède car mettant en scène, enfin mettant en avant l'érotisme, tout ce qui était amour, érotisme, sexualité. Et c'était perçu comme étant mal, enfin c'était mal interprété par les autorités suédoises. C'est quand même dommage. Une pièce qui critique une façon de faire dans l'aristocratie suédoise, l'aristocratie en tout court d'ailleurs, et qui était interdite dans un pays où ça aurait pu permettre de faire évoluer les mœurs. Heureusement, dommage. Bon, pièce suivante. Donc, la puissance des ténèbres, la pièce que je viens de résumer, est une pièce qui met en scène l'amour, la relation entre un valet et le mari, la femme de sa maîtresse, enfin la femme de son maître, pardon, Nikita. D'ailleurs, sachez simplement que cette pièce théorise l'amour et le meurtre, car les deux amants ont comploté pour tuer le mari de Nikita, donc la femme, qui s'appelle Piotr, donc P-I-O-T-R, vous n'avez pas le nom. Et cette pièce a la particularité d'avoir été écrite en 15 jours, suite à l'infanticide qui a participé par un paysan sur le nourrisson de sa belle-fille. La pièce est tisserand met en scène donc la révolution de 1844 dans laquelle les tisserands d'une petite ville de Bavière ont voulu manifester pour montrer leur mécontentement suite aux conditions de travail trop dures et à la famine qui s'installait chez eux. Sachez simplement que cette pièce voulait, se veut comme une justice sociale pour permettre à ces personnes, à ces tisserands, d'avoir une reconnaissance. Même si, il est vrai, la pièce a été écrite près de 50 ans plus tard. Sachez aussi que cette pièce a été écrite, a été la première pièce à avoir été écrite, pardon, avec une langue, un dialecte du sud de l'Allemagne, ce qui a été particulièrement étonnant à l'époque, mais même, il faut noter que 3 ans plus tard, donc en 1997, a été rejointe par une pièce de Meyerhof sur les juifs de l'Alsace de l'époque, et ces juifs qui et donc de leur langue, le yiddish. Oui, si vous voulez savoir ce qu'est le yiddish, allez voir la chaîne de Linguistic, il en a fait une très belle vidéo. Je vous conseille. Voilà. Et sachez simplement que le mouvement des tisserands a bien eu lieu en 1844, et a été malheureusement réprimé dans le sang par les armées de Prusse qui étaient vraiment au bord de la rupture et qui étaient vraiment assez durs envers les populations. C'était vraiment pas drôle. Et quand on pense que près de 100 ans plus tard, les Allemands ont bien réprimé sévèrement la France, hein, petit parallèle,
Passons. Pièce suivante. Ça me fait chier. L'humanité pauvre et humiliée grouille dans des caves. Deux figures dominent cette population, le jury Kossiliev et le généreux Luka, qui tentent de rendre le goût de la vie à ses camarades de misère. Les vivants, ce sont les vivants qu'il faut aimer, clame Luka. Mais les bas-fonds restent, pour tous, un enfer. Sous l'effet du naturalisme et de son engagement politique, Gorky se rebelle contre la tradition dostoïevskienne, c'est-à-dire mystique, de la représentation des pauvres, et donne l'un des plus vigoureux exemples de drame social. Donc la pièce de Maxime Gorky, les bas-fonds, met en scène des personnages pauvres, des SDF, tout, qui n'ont pas de perspective d'emploi et qui donc sont dans la violence, dans l'alcool et dans la maladie, voire la mort. Cette pièce n'a pas d'intrigue, mais plutôt une succession d'actions, comme la mort par exemple de Lana sous les coups de son mari par exemple. Et elle met en scène donc, un groupe de brigands moscovites qui essaient de survivre dans le passage entre l'ancien monde impérial et le nouveau monde communiste à l'époque de la première révolution russe en 1905. Et franchement c'est assez intéressant à voir. Oui, c'est intéressant à voir. Bon, suivant. Je vais vous parler du naturalisme en France. Le naturalisme en France n'est pas tellement dans le théâtre, mais plutôt dans le roman. Mais il faut savoir que Émile Zola a vu 3 de ses pièces mises en scène vers la fin du XIXe siècle, du XIXe siècle. Il s'agit de la pièce Thérèse Raquin qu'il a mise en scène lui-même en 1873. Et aussi des pièces L'Assommoir et Germinal que William Cooper a mis en scène de son côté. Et franchement, c'est assez intriguant de voir des romans mis en scène. Surtout. Actuellement, on a plutôt l'habitude de voir des romans mis au cinéma. Hein. Mais à l'époque, le cinéma n'existait pas, donc c'est la scène qui était, enfin le théâtre qui était une sorte de mise en image. Et ça, c'est intéressant à voir. Bon, allez, suivant. La suite. Le théâtre libre est un mouvement théâtral né dans une salle du 18e arrondissement de Paris, créé par André Antoine en 1887 afin de rénover le spectacle au moyen d'une mise en scène réaliste et par l'interprétation de jeunes écrivains français, Émile Zola, ou étrangers, comme Ibsen et Strindberg. Bon, le théâtre libre est une société d'abonnés née dans le 18e arrondissement, c'est une petite salle du 18e arrondissement appelée le Cercle Gaulois, qui permet la mise en scène de différentes pièces, européennes, grâce aux échanges internationaux, et, permet la présentation de pièces controversées, de sujets controversés, grâce au fait que le théâtre libre est une société d'abonnés. Oui, société d'abonnés. Et le fait que cette société d'abonnés se trouve dans une salle, du cercle gaulois ne contient pas beaucoup de place, permet la présentation de ces pièces à un public averti, ce qui est intéressant. Sur le plan chiffres, on peut parler de 111 pièces représentées, de 81 auteurs différents, 54 spectacles. Sachez simplement que pour le théâtre libre d'André Antoine et pour le naturalisme en général, le metteur en scène est le co-auteur de la pièce car il a la vision tout à fait technique. Donc il peut tout contrôler, il peut par exemple contrôler le placement des personnages sur la scène, par exemple, ce qui a permis la création du quatrième mur réaliste, ce qui, donc, comme je viens de le dire, donne un aspect réaliste à la pièce. Vu que, je vous rappelle, dans une pièce lambda, une pièce fermée, il y a 4 murs. Hein. Donc on peut se mettre comme ça, ou comme ça, par exemple. Et donc, les conversations des pièces de théâtre peuvent être plus naturelles en présence du quatrième mur. Ce qui ne sera pas forcément le cas dans le théâtre d'avant-garde que nous présenterons après. Et franchement, ce quatrième mur est assez intéressant car ça permet de me montrer une sorte de mise en scène, c'est une sorte de mise en scène assez réaliste, assez naturaliste, ce qui est en accord avec le thème du genre. Bon, passons aux années 1900, si vous voulez bien.
Le théâtre de l'avant-garde présente des artistes ou des œuvres qui manifestent une volonté de rompre radicalement avec des traditions, des conventions, des écoles établies. Elle est presque toujours employée par les critiques, les historiens et le public dans une intention soit laudative, soit péjorative, mais toujours polémique. Tournant du XXe siècle, l'année 1900 voit l'apparition de l'abstraction avec des marionnettes pour remplacer le réalisme. Donc sur le plan typiquement mis en scène, la toile de fond peinte en réaliste est remplacée facilement par un art abstrait tridimensionnel. Cet art abstrait, cette abstraction est théorisée par deux théoriciens de l'art. Il s'agit de Gordon Craig d'un côté pour sa série marionnette et la mort de l'acteur, et de l'autre, il s'agit de Oscar Schlemmer qui préconisait lui des personnages en forme géométrique. Ensuite, sachez simplement que le théâtre wagnérien a apporté la forme de théâtre libre, abstraite libre, c'est-à-dire que le théâtre libre, donc vous mettons le mot allemand ici, parce que j'ai un peu, dans le déploiement, car j'ai un peu du mal avec l'allemand. Hein. Et sachez simplement que cet art abstrait total, art abstrait libre, permet l'intermodalisation du théâtre. Par théâtre intermodal, je veux dire que le théâtre va, avec le théâtre wagnérien, mélanger différents arts, donc danse, cinéma, chant, musique, et d'autres formes comme ça et aussi l'utilisation des différentes couleurs, des couleurs de lumière, et aussi forcément, comme je vous l'ai dit, du cinéma et des films quand ça sera la technologie faite pour. Ensuite, sachez simplement que le quatrième mur que j'ai évoqué à la fin du naturalisme tout à l'heure va être remise en cause, la question du quatrième mur, car franchement, l'abstraction, le théâtre abstrait, va vouloir interagir avec le public. Et donc va vouloir supprimer le quatrième mur pour pouvoir interagir avec le quatrième mur, avec le public. Et oui, le quatrième mur est un handicap. Car même si ça nous permet de rentrer dans le réalisme, pour tout ce qui est abstraction, c'est pas très pratique. Bon. Si on avait vous présenter deux petits trucs assez intéressants. La pièce du roi et un autre sujet que je vais vous évoquer tout à l'heure, à la fin. Si ça vous intéresse. Ubu-Roi est une pièce dont on ignore encore aujourd'hui avec certitude l'auteur. S'agit-il d'Alfred Jarry, comme nous pensons aujourd'hui, ou d'un groupe d'élèves de 15 ans? Nous ne savons pas, avec certitude. Néanmoins, sachez qu'elle a été montée deux fois au début par un groupe d'amateurs en 1988, puis par Léonie Epo les 9 et 10 décembre 1996. Ces deux mises en scène ont été très inspirées par les marionnettes du Guignol du théâtre lyonnais, qui qui ont donné l'idée aux deux mises en scène d'utiliser des marionnettes pour représenter un tel sujet. Par exemple, un soldat pour une armée. Et sachez seulement que les masques ont été très utilisés durant ces deux représentations, et même, sachez-le, un décor restreint. Après tout, dans le théâtre de l'abstraction, le théâtre abstrait, c'est un peu normal. Bon, le théâtre expressionniste est un théâtre inspiré de la peinture expressionniste antérieure et aussi essentiellement du cinéma qui s'est développé en même temps. Et oui, le théâtre expressionniste est une filiale du théâtre abstrait. Oui. Et le théâtre expressionniste, pour terminer, est aussi utilisé, a surtout été utilisé et présenté en Allemagne et en Autriche autour de la Première Guerre mondiale, donc 1914-1918 pour l'écriture, et la première mise en scène date de 1919, donc après la guerre. Voilà. Donc on a parlé du théâtre abstrait et du théâtre expressionniste. Passons à la suite, si vous le voulez bien. Meyerhoff est un acteur et metteur en scène russe, ayant fait des études au MKAHT entre 1978 et 1992,
pour suivre les pas de Stanislavski. En 1902, donc, il devint metteur en scène, mais quitta le mouvement réaliste en 1905, tiré des désaccords et des conceptions en particulier à propos de lui. En 1906, il s'installa à Saint-Pétersbourg, mais continua à faire des tournées dans différentes villes européennes. En 1917, suite à la révolution russe, il entra au Parti communiste et fut rapidement marginalisé en guillemets à cause de ses conceptions théâtrales un peu particulières. En fait, je m'explique. Il a mis en point la biomécanique qui a des traits particuliers entre la psychologie et la physiologie. Et une conception, une théorie assez répandue chez lui, assez précise chez lui, que les émotions sont liées au mouvement chez l'humain. Oui. Ensuite, en 1922, il met en scène une couture magnifique de Cromlin, où il lie la biomécanique et l'art constructiviste, afin de mettre en avant sa biomécanique. Je vous mets tout ça dans un PowerPoint, mais sachez qu'en 1930, après être revenu d'un tour des capitales européennes entre l'Allemagne, Berlin et Paris, en France, il fut mis de côté jusqu'à ce que son théâtre fut fermé en 1938, qui fut arrêté en 1939, jugé et condamné à mort en 1940, date à laquelle il fut exécuté. Heureusement pour lui, sa mémoire fut rétablie en 1955 à la mort de Staline. Oui, vivre sous l'occupation sous Staline n'était vraiment pas très joyeux. Heureusement, sa mémoire est sauvée. Allez, passons tout de suite à la suite. La biomécanique est par définition une mécanique appliquée au bio. Elle constitue le produit des avancées technologiques, mécaniques et d'autres sciences comme la santé, l'anatomie, la physiologie et les sciences de sport. L'objectif principal de la biomécanique est la reproduction des mécanismes de fonctionnement et de mouvement du corps humain. Ainsi, elle permet, entre autres, de comprendre et d'adapter aux problèmes médicaux. Au contraire, la bionique est l'étude de systèmes biologiques à des fins industrielles et technologiques. Mayakovsky est un dramaturge d'origine géorgienne qui arriva à Moscou en 1906, intégra le Parti communiste en 1908 et l'école des beaux-arts de Moscou en 1910. Cette école des beaux-arts de Moscou le renvoya en 1914 pour cause de turbulence. Il est trop impulsif, trop fêtaire. En 1912, il commença à publier des poésies dans l'almanach futuriste, une gifle au goût public. Et en 1917, il fit plusieurs affiches, plusieurs choses pour promouvoir la révolution russe, comme des affiches, des scénarios de films et des textes. C'est un dramaturge célèbre mondialement, mais qui n'eut pas cette chance-là au niveau national, au niveau URSS, qui est tombé en disgrâce et fut finalement retrouvé mort en 1930, le 14 avril 1930, sûrement, et s'était suicidé. Originaire d'une famille de commerçants, Piscator va vouloir étudier en parallèle les sciences humaines et des études pour devenir acteur en 1913 à Munich. Malheureusement pour lui, il va devoir être mobilisé sur le front en 1914, ce qui va le rendre pacifiste et socialiste assez rapidement. Mais au moins, il ne va pas quitter le front pour autant, car entre 1917 et 1918, il va fonder un théâtre sur le front afin d'amuser les soldats. De retour du front en 1918, il va rejoindre la révolution spartakiste avant de rejoindre le Parti communiste finalement en 1919. Ensuite, il va partir pour l'actuel Kaliningrad où il va fonder un théâtre qui ne va pas durer longtemps, malheureusement pour lui, car il fera faillite. De retour à Berlin, il voudra lancer un nouveau théâtre appelé le Théâtre populaire avec son ami Soul, mais malheureusement pour lui encore une fois, ce théâtre ne durera pas longtemps car il ne durera que en guillemets 50 représentations. Ensuite, finalement il rejoignit la Volksbühne, un théâtre allemand, où il a pu mélanger art constructiviste et espace scénique dans différentes pièces qu'il mettra en scène. Avant d'être attendant de la Volksbühne, il mit en scène une pièce adaptée d'un roman graphique où il utilisa pour cela différents intertitres et différentes pancartes. Lorsqu'il en fut évidemment l'attendant, il invita différents acteurs, différents auteurs, différents
photographes, décorateurs et peintres, différents musiciens. Finalement, lorsqu'il fut aussi dans sa thèse, le théâtre politique, il affirme vouloir faire un théâtre qui soit en accord avec l'évolution spirituelle de son époque. Mais le problème, c'est qu'en 1931, il ne se sentait plus tellement l'envie de rester en Allemagne avec la montée du nazisme qui allait bientôt arriver au pouvoir, en 1933, je le rappelle. Du coup, il a décidé de s'exiler en URSS, puis en France, puis à New York, d'où il a pu rentrer en Allemagne en 1951 grâce au McCarthyisme. Donc, Piscator a eu trois influences principales pour son roman. C'est tout d'abord de tout le monde audiovisuel qui s'est développé alors, donc film, fond décor mouvant, tout. Ensuite, il a aussi créé une politique dans laquelle il affirmait que le spectateur pouvait facilement s'immerger dans le théâtre s'il y avait des contrastes, des satires de la société. Et cette théorie de l'immersion a été développée, a été accrue avec Grabius pour devenir une théorie du théâtre total, mais elle n'a jamais abouti, elle a été abandonnée en 1927. Ouais. Étant l'un des dramateurs les plus connus d'Allemagne, Brecht a été lui aussi déçu par son expérience de la Première Guerre mondiale. Néanmoins, après la fin de la guerre, entre 1918 et 1919, il écrivit deux pièces, La Baule et Tombeau dans la nuit, qu'il monta lui-même en 1922 au Kammerspiel de Munich. Arrivé à Berlin, il rejoint le Parti communiste où il développa des théories littéraires dans des pièces éducatives avec Kurt Weill, le musicien Kurt Weill. Finalement, l'opéra de Katsu qu'il écrivit avec lui, avec ce fameux musicien en 1928, qui est leur deuxième collaboration, eut un succès tel, malgré le fait que ce soit l'adaptation de la pièce anglaise The Beggars Opera, excusez mon accent anglais de merde. La pièce dont ils ont écrit tous les deux, l'opéra de Katsu a été adaptée en film, en version allemande et en version française en 1931. Distancier, c'est transformer la chose qu'on veut faire comprendre, sur laquelle on veut attirer l'attention, de choses banales, connues, immédiatement données, une chose particulière, insolite, inattendue. Ce qui se comprend tout seul est d'une certaine manière rendu incompréhensible, mais à la seule fin d'en permettre ensuite une meilleure compréhension. Pour passer d'une chose connue à la connaissance claire de cette chose, il faut la tirer hors de sa normalité et rompre avec l'habitude que nous avons de considérer qu'elle se passe de commentaires. Si banale, insignifiante, populaire soit-elle, on la marque du sceau de l'inhabituel. On a recours à un effet de distanciation des plus simples quand on dit à quelqu'un « As-tu déjà regardé ta montre de près ?» Celui qui me demande cela sait que je l'ai souvent regardé, mais par sa question, il m'enlève la vue habituelle et donc indifférente que j'en ai. Je vais la regarder pour savoir l'heure. Maintenant que je me vois interroger avec insistance, le constat que j'ai depuis longtemps cessé de lui porter un regard étonné. Cependant qu'elle est à bien des égards un mécanisme surprenant. La théorie du théâtre épique alliée à l'effet de distanciation ou d'étrangisation permet la création d'une distance entre le public et la scène, mettant de facto cette dernière sur un pédestal. Ce pédestal du théâtre de la scène met aussi en avant la destruction du réalisme sur scène, justement, du réalisme clinique, et le refus de s'allier au théâtre aristotélicien. Je vous laisserai expliquer sur Google. De surcroît, refusant également le fait que le public puisse s'assimiler aux héros, le théâtre épique va copier le texte wagnérien en mettant des pancartes sur la scène, pancartes qui vont raconter toute l'action depuis l'arrivée du héros jusqu'à leur départ. Je t'arrête tout de suite. Toi qui avais commenté qui avait mis dans les commentaires, tu es un nazi, Simon, tu es un nazi. Non, je ne suis pas un nazi. Je ne vais pas partager ici l'idéologie politique nazie. D'ailleurs, je ne la supporte pas. Les fascistes sont vraiment tous des gros cons. Oui, c'est un peu violent. Mais bon, il faut dire la vérité. C'est vraiment être
con, être raciste, antisémite ou caucasien. Donc je ne partage pas cette idéologie-là. Je vais juste simplement parler du théâtre nazi en tant que tel. Et bien sûr, comme tout théâtre politisé, le théâtre nazi a bien sûr subi l'idéologie nazie, évidemment. Donc on va forcément être forcé de parler d'antisémitisme, de racisme et tout, mais dans le cadre du théâtre et de la culture nazie. Enfin, culture, mais évidemment par le nazi. Ce qui n'est pas rien quand même. C'est vraiment naze ce régime. Et vous allez voir que c'est vraiment stupide comme régime nazi, enfin, comme politique culturelle nazie. Franchement. Allez, à tout de suite sur le plan définition. Le théâtre nazi s'inspire, comme vous le redoutez, du mouvement nazi et se base sur un mouvement d'extrême droite mêlant antisémitisme, racisme et tant de l'autre. Sur le plan définitionnel, le régime nazi est un mouvement national-socialiste dont l'idéologie politique est portée par des influences d'extrême droite radicale tout en promouvant la supériorité de la race aryenne au détriment des autres. Oui, assez étrange. Mais bon, voilà. C'est nécessairement que nous allons un peu contextualiser l'époque historique dans laquelle se trouve l'histoire, le théâtre nazi et le nazisme en général, si vous le voulez bien. Comme vous le savez sans doute, si vous avez suivi vos cours au collège et au lycée, vous savez qu'à partir de janvier 1933, les nazis ont voulu uniformiser la société allemande à travers des politiques de rafle, uniformisation de la société. Le théâtre n'y a pas échappé. Ainsi, tout auteur juif considéré comme anti-nazi et ayant fait des œuvres juives, anti-nazi en général, mais vous verrez dans le texte en bas, tous les auteurs et toutes les œuvres entrant dans ce domaine-là ont vu leurs œuvres justement cramées dans les gros autodafés du mois de mai en Allemagne. Ensuite, sachez que pour pouvoir continuer à exercer, les auteurs non juifs doivent rejoindre la chambre de la culture aryenne, la chambre de la culture allemande, une chambre créée par le régime nazi sous l'autorité de Goebbels, le ministre de la propagande, et ils doivent répondre à 3 règles. Oui, les auteurs doivent répondre à 3 règles pour pouvoir y entrer et pouvoir continuer à exercer leur métier. Ils doivent être des sans-aryens, ils doivent ne pas avoir fait de textes pro-bolcheviques, et ils doivent parler du célèbre peuple aryen nordique. Wouhou! Super les mecs, hein? C'est vraiment très centralisé, hein? Très bandé. Hein? Putain, je ne peux pas les bisler. Les bisler moi. Franchement. Les bisler non plus d'ailleurs. Allez, à tout de suite. Donc la politique de dénigrement de l'avant-garde est une politique à plusieurs vitesses, à plusieurs étapes. La première étape consiste à renier l'avant-garde ou les œuvres d'avant-garde ou les œuvres dites de grandes villes. Ensuite, sachez simplement que les genres et œuvres des années 1810 et 1820 sont reniés et qualifiés de non allemands ou dégénérés. Dégénérés. Des œuvres. Logiques. Alors, finalement, il faut savoir qu'à partir de 1936, les œuvres picturales et les œuvres physiques, comme les peintures ou les sculptures, sont retirées des musées et sont soit collectées pour une exposition sur l'art dégénéré qui va faire le tour de l'Allemagne après avoir été exposée à Munich, ou soit ces œuvres seront vendues à l'international, comme par exemple en Suisse. Franchement, vendre des œuvres picturales, des peintures ou des sculptures à des personnes extérieures à l'Allemagne. Franchement, vous vous rendez compte? Et oui, beaucoup de ces œuvres interdites et confisquées en 1936 n'ont toujours pas été retrouvées. Logique, c'est super, franchement. C'est un tampon de la culture allemande et européenne ne pas bouger mes têtes. Voilà. Que signifient ces interdictions concrètement? C'est simple. Toutes les nouvelles mises en scène comme celle de Bauhaus et
de pescateurs sont interdites, tout comme les œuvres des auteurs juifs sont tout à fait interdites et voire introuvables à l'époque. Ensuite, il faut savoir que les troupes de théâtre et tous les artistes en général sont soit licenciés, soit emprisonnés. Pour finir, il faut savoir aussi que tous les directeurs de théâtre, donc tous les intendants, sont remplacés par des partisans du nazisme. Franchement, pas cool. Ouais, pas cool. Franchement, au vu de ce qu'ils vont faire les intendants nazis, franchement, ils auraient mieux fait de garder les anciens. On va voir ça tout de suite. Vous avez sans doute en tête l'idée d'un grand rassemblement nazi avec le gros bâtiment et les grands projecteurs. Oui, ça c'est l'idée pour construire des congrès nazis avec Hitler en grand orateur au centre, mais c'est tout à fait vrai. Et ça veut dire simplement que le régime nazi est fan de ces grandes représentations et chez eux, tout est prétexte pour faire une grande fête. Heureusement, une grande fête officielle. Ensuite, il faut savoir aussi que les nazis ont beaucoup subventionné les théâtres car pour eux il était important de garder une bonne base théâtrale solide afin de pouvoir faire passer un message raciste et antisémite le plus facilement possible au peuple qui était très friand de ce média-là. Et oui, je vous le rappelle, à l'époque, entre 33 et 45, il n'y avait pas T. Et la radio n'était vraiment pas très développée à l'époque. Donc franchement, c'était pas facile d'avoir une couverture médiatique hormis le théâtre. Donc voilà, c'est tout à fait. Ensuite, dès la première saison après leur arrivée au pouvoir, les nazis, enfin la saison en gros 33-34, les nazis ont voulu mettre en place des pièces de théâtre qui soient vraiment en accord total avec leur politique nazie, c'est-à-dire des œuvres vraiment politisées à mort. Malheureusement pour eux, ces œuvres politisées à mort firent fuir vraiment beaucoup de monde, ce qui les força à revenir un peu sur leur décision et à imposer, enfin, et à remettre en place les anciennes pièces de théâtre, mais à la mode nazie. Néanmoins, même si les anciennes pièces étaient un peu politisées, leur succès passé leur a valu pas mal de succès enfin, au niveau nazisme, au niveau même en version nazie, ce qui a permis aux nazis de tripler le nombre de spectateurs entre 33 et 36. Ils vont passer de 500 000 spectateurs en 33 à 1,5 million en 36. Ensuite, il faut savoir que les nazis étaient à la recherche d'une nouvelle forme de théâtre et basée sur les anciennes traditions germaniques, en gros les anciens plus germaniques. Et petit coup de bol, ils ont inventé le Fingerspiel, le jeu de Fink, qui est en gros un jeu qui se passe dans les lieux cultes qui utilise les anciens cultes germaniques. Donc si vous voulez aller voir ce que ça donne dans un vrai lieu, dans un ancien lieu culte, allez voir le jeu de Heidelberg, le théâtre de Heidelberg, un jeu de Fink en taille réelle, construit en 34 et 35, et qui a servi de lieu de propagande gigantesque lors des spectacles des solstices d'été. Et franchement, ça rentre dans la liste des sujets que je devrais faire pour la prochaine semaine pour les vidéos suivantes. Car franchement, c'est super intéressant. Et j'espère réellement pouvoir finalement faire un voyage là-bas avec un sponsor. Mais bon, pas gagné vu que je n'ai pas beaucoup d'abonnés. Bon allez, à tout de suite dans le sujet suivant, dans le thème suivant. Bon, comme depuis le naturalisme, nous allons commencer cette partie assez courte comme la suivante par une définition du théâtre populaire. Je tiens à préciser avant toute chose que la définition que je vais vous évoquer ici n'est pas la définition précise du théâtre populaire en général, mais bien la définition du théâtre national populaire de Villars, de Jean Vilar. Et que donc ne peut pas forcément correspondre à toute la généralité, ce qui est normal. Bon. Aussi, je vais parler du théâtre de Villars à la fin de la partie, donc attendez un petit peu. Ensuite, il s'agit simplement que le théâtre populaire, selon la définition du TNP, est un théâtre qui a pour mission de développer une politique de spectacle de qualité accessible au plus grand nombre.
Oui, c'est une définition assez basique. Bon, passons tout de suite à l'origine du théâtre populaire, si vous le voulez bien. Le théâtre populaire fait son apparition durant l'entre-deux-guerres en France, lorsqu'il fut question de mettre un théâtre de qualité dans les régions. En effet, il ne faut pas oublier que dans les régions, et à Paris encore à l'époque, le théâtre était surtout bourgeois, était surtout contrôlé par toute la classe de haute, on va dire, et le peuple n'y allait pas. Donc l'idée était venue que le peuple, donc les basses classes, donc tout ce qui est ouvriers et tout, aille dans le théâtre pour voir des pièces qui soient de la culture et de la langue de l'endroit où elle se vivait. Mais le problème, c'est que la Seconde Guerre est arrivée en 1939 et cette idée de théâtre populaire a disparu pendant un an jusqu'à ce que les nazis la reprennent et l'adaptent à la mettre à la sauce. En effet, il faut savoir que le théâtre populaire est réparu dans la zone libre et dans les camps de prisonniers afin de faire un peu sortir les prisonniers et les personnes de la zone libre pour éviter qu'elles se rebellent. De ce coup, les maquisards avaient la même forme de théâtre, la même forme de théâtre, enfin la même forme de théâtre puisqu'ils avaient aussi leur discussion. Voilà. Finalement, après la guerre, à la libération, Jeanne Laurent fut nommée ministre de la Culture et elle a mis en place deux systèmes d'aide au théâtre, l'aide à la première pièce et le concours des premières compagnies, des jeunes compagnies, afin d'aider à la diversification des troupes de théâtre. Ensuite, c'est simplement que 5 centres dramaturges sont apparus en France, 3 centres dramaturges vraiment, le Grenier de Toulouse et la Comédie de Saint-Étienne. Les centres dramaturges sont les centres dramaturges de l'Est, du Sud-Est et de l'Ouest. Je vais faire peut-être une vidéo sur ces sujets-là, ça serait intéressant. Ouais, une vidéo, c'est pareil sur chaque centre dramaturge et sur le Grenier de Toulouse et la Comédie de Saint-Étienne. C'est intéressant. À réfléchir, à méditer. Je le ferai, je le ferai. Originaire d'une famille modeste de Sète, Jean Villard suivit une formation de lettres à Paris avant de se découvrir une passion pour le théâtre. Cette passion pour le théâtre va lui faire découvrir les troupes de Charles Dullin et d'André Clavé, qu'il va rejoindre et qui va lui permettre de se former au théâtre et qui va un peu l'affecter puisqu'il va avoir le virus de la scène. Ce virus de la scène va le mener à la création en 1943 de la troupe de 7 et en 1947 du TNP, du Théâtre National Populaire, qui était nommé alors le festival, la semaine du théâtre d'Avignon. Ce théâtre, ce festival fut aussi inspiré par René Chère, un célèbre poète, donc je ferai aussi une vidéo sur lui. Il s'agit simplement que à l'origine, cette semaine d'art du théâtre en Avignon est une semaine où il y avait qui alliait 3 pièces de théâtre et une exposition de peinture. Les 3 pièces de théâtre étaient jouées principalement au début par la troupe de Villard. Ensuite, il faut savoir qu'il a été nommé au théâtre du château de Chaillon par notre chère Jeanne Laurent. Et donc c'est ce théâtre du château de Chaillon qui avait la relation théâtre national populaire. Et c'est de là que vient le nom final du festival d'Avignon. Vraiment c'est pas mal. Et il écrivit aussi le Petit Manifeste de Sirène la même année en 1951, lorsqu'il fut nommé au directeur du théâtre de Chaillon. Et ce théâtre, il écrivait dans ce Petit Manifeste toutes ses théories littéraires et il essayait de parler de ses pensées philosophiques, de ses pensées théâtrales. Finalement, il quitta la direction de ce théâtre et il se retira en 1963 suite à des critiques qu'il a pu recevoir de ci de là. Ouais, malheureusement pour lui, Villard reçut quelques critiques. Et il s'est mis en 71. Belle vie. Si vous voulez avoir plus d'informations sur ce René Villard, je préfère en faire une vidéo carrément, au même titre que René Char.
Vous pouvez me demander dans les commentaires. Comme vous venez de le voir dans le titre, nous allons à présent étudier le théâtre politique sans texte. En fait, le théâtre politique, c'est un théâtre, le théâtre politisé, c'est une forme de théâtre qui est toujours inspirée par la société. Comme vous allez voir dans la définition que je vais vous lire là, le théâtre politique, le théâtre est toujours politisé. Vu que le théâtre est écrit par des auteurs qui sont impliqués dans leur siècle. Et oui. Et il faut toujours être impliqué dans son siècle, après tout. Bon. Qu'est-ce que le théâtre politique? Petite définition, si vous le voulez bien. Le théâtre politique ne se confond pas avec des contenus idéologiques. Il exige aussi un bouleversement des formes théâtrales et c'est à ce titre qu'il prend place dans l'évolution de la mise en scène. Le théâtre politisé est lié au théâtre épique qui lui est fondé sur la tension dramatique, le conflit, la progression régulière de l'action. Cette définition vient du site Littéranet et a été formulée par Aurore Falls, une autrice de ce site, donc Littéranet. Et franchement, c'est un très bon site, je vous le conseille. C'est littér@net. Oui, Littéranet. Bizarre, mais comme ça. C'est une. Donc, cette part du théâtre politisé, elle est influencée par la société et par l'auteur. Et après tout, le théâtre politique change aussi, varie selon l'époque dans laquelle il se situe. Le théâtre politique n'est pas le même à la Renaissance qu'il est à la Révolution française et qu'il est aujourd'hui. Après tout, pas la même société. Renaissance, on redécouvre les œuvres antiques. Révolution, on veut changer de société. Et aujourd'hui, on est en pleine public. Donc c'est pas la même chose. Et puis avec tous les bordels que nous met Trump au niveau mondial, franchement, au secours. Et d'ailleurs, le théâtre politique aujourd'hui pourrait très bien parler de ces problèmes géopolitiques mondiaux. Franchement, il y a du sujet à mettre. Bon, nous passons tout de suite à un petit exemple. Une petite histoire du théâtre politique. C'est une bonne idée. La contestation de 1968 a amené à une critique du théâtre de Villars et des maisons de la culture, ce qui a amené foncièrement à la création du concept de non public qui consistait pour le public à ne plus aller ne pas aller dans les maisons de théâtre, mais au théâtre car il ne voulait pas y aller. Simplement. Selon Roger Planchon, dans sa déclaration de Villeurbanne, il faut il faut pouvoir offrir à ce public-là, ce non-public, une offre de théâtre qui lui convienne et qui lui soit totalement dédiée. Ainsi, après 1968, dès que la contestation se fut tassée, Planchon propose de faire un nouveau théâtre, c'est-à-dire mélanger les deux espaces, public et scène, afin de créer un nouvel ensemble plus harmonieux et plus soucieux des différentes problématiques qu'a pu soulever la contestation de 1968. Ainsi, on prévoit la création de nouveaux espaces, l'alliance de deux espaces prédéfinis, public, scène, et aussi faire des spectacles de nouveaux endroits, comme l'hôtel de ville de Strasbourg ou le stade olympique de Berlin, par exemple. La performance est une pratique théâtrale visant à montrer la diversification des pratiques théâtrales au niveau mondial dans le théâtre. Ainsi, les festivals des années 50, qui sont entre les années 50 et les années 2000, ont permis la découverte par différents publics des différentes formes de théâtre dans le monde. Les théâtres sud-américains, nord-américains, européens, asiatiques, africains et océaniens. C'est simplement que cette pratique de performance a aussi amené dans les années 70 et 70 à une pratique de dissociation entre le public et le théâtre et la scène. Cette dissociation est assez marquée dans la mise en scène de la pièce 1789, la révolution doit s'arrêter à Perfection du bonheur, une mise en scène créée par la troupe de Ariane Mouchkine.
Franchement, c'est assez intéressant et je peux aussi faire une vidéo sur les différentes compagnies de théâtre que j'ai évoquées dans cette vidéo. Bon, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. C'est très intéressant. Et je vous rassure, chers collègues de l'AMC, c'est pas chiant. Allez, passons à la suite. Si vous voulez bien. On va passer à la question du théâtre documentaire, si vous le voulez bien. Enfin, selon la définition du CNRTL, le théâtre documentaire est une pièce de plus ou moins longue durée à rapprocher du film qui a caractère informatif ou didactique, présentant des documents authentiques sur un secteur de la vie, de l'activité ou sur le monde naturel. Yeah. Le théâtre documentaire est un théâtre qui, comme le film, a une parfaite réplique d'un fait divers, avec beaucoup d'exemples. Par exemple, nous pouvons prendre le cas de la pièce Instruction, un oratoire onction, qui présente donc le procès des directeurs de l'office durant 1965, auquel l'auteur Well a pu assister. Il met aussi en scène 9 personnages de synthèse qui regroupent tous les protagonistes d'office, et il met aussi en avant donc, les différentes problématiques que posent les allégations des accusés. Et vous allez voir que cette pièce a été la première pièce à être jouée en Allemagne de l'Ouest et en Allemagne de l'Est, et a été souvent critiquée par ses détracteurs pour être une pièce mettant en scène, une pièce comme étant socialiste et en contre l'art. Néanmoins, Wells s'est défendu de ces critiques-là, puisque pour lui, il ne voulait mettre en avant il ne voulait que dédiaboliser le mal. Voilà. Nous allons citer ici 3 compagnies de théâtre différentes qui sont assez intéressantes, mais nous allons juste les évoquer, puisque j'aimerais faire une vidéo sur chacune d'entre elles si les troupes l'acceptent. La première compagnie que j'aimerais évoquer avec vous, c'est la compagnie Pas de côté, qui est une compagnie fondée par Sylvie Gravagna et Nicolas Lambert, et qui est la suite directe de deux compagnies que je mettrai le nom dans la diaporama pour vous aider. Ensuite, il y a la compagnie du théâtre de l'opprimé, qui est une compagnie fondée par